Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie. Aujourd'hui en compagnie de Philippe Pascaud. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Philippe Pascaud, je rappelle qui vous êtes, ancien maire adjoint d'Évry du temps de Manuel Valls entre 2001 et 2014, ancien conseiller général régional, d'Île-de-France entre 2004 et 2010. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Mensonges d'État, plus vous saurez, moins ils pourront. On parlera surtout avec vous, Philippe Pascaud, d'actualité. On pourrait commencer cette émission à propos de mensonges en citant cette... Avec un S, hein. Exact, bah oui, il y en a. C'est important de le signaler. En citant Platon, en prenant un petit peu de hauteur, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Ça vous branche, cette citation? Ça me branche autant que la chanson de Guy Béard qui dit que celui qui dit la vérité doit être exécuté. Aujourd'hui, nous en sommes là, c'est-à-dire que, je le dis souvent, c'est-à-dire le mensonge est devenu la règle et la vérité est devenue l'exception, surtout en politique. Mais pourquoi cette détestation pour la vérité ? C'est pas une détestation, c'est qu'aujourd'hui, s'ils sont dans la vérité, ils sont plus dans l'existence. Donc ces gens-là ne vivent qu'en s'appuyant sur le mensonge. Donc ils peuvent plus dire la vérité. S'ils disent la vérité, ils vont être alliés. S'ils disent la vérité, c'est un miroir. Comment ils vont pouvoir se regarder dans un miroir? C'est quoi? C'est la classe politique? C'est la classe dirigeante, la classe politique, l'oligarchie, les trusts. Non, j'irai pas dire jusqu'à tous pourris, parce que c'est trop jacobiniste, c'est trop poujadiste. Et tout le monde n'est pas pourri. Mais encore, je le dis encore une fois, je le dis souvent dans mes conférences, faites attention, ceci n'est pas un geste maçonnique. Plus on remonte en haut de la pyramide, plus malheureusement je rencontre des gens corrompus. Alors à propos de gens corrompus, ça j'en sais rien, mais de gens au sommet de la pyramide, vous accusez le président Macron de ne pas avoir cessé de mentir pendant cette crise du Covid. C'était quoi les mensonges? Le premier, c'est sur le casier judiciaire vierge. Le deuxième, c'est sur la moralisation de la vie politique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 50%, écoutez bien, 50% des membres du gouvernement qui ont eu des problèmes avec la probité. 50%. C'est-à-dire que la moitié des mecs du gouvernement ont eu des problèmes avec la justice ou le fisc. Même sous Hollande, qui était déjà pas piqué des verres, j'en avais topé que 30%. Eh bien, nous sommes passés à 50%. C'est-à-dire que la moitié des mecs qui sont censés nous représenter et nous montrer l'exemple sont des truands en puissance. Et il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, hein. Ça vous évoque quoi, les plaintes qui ont été déposées contre un certain nombre de personnalités du gouvernement, Madame Buzyn, Monsieur... Oui, c'est bien, il faut le faire. Moi, le premier, j'ai participé à certaines plaintes. Malheureusement, ces gens-là, comme ils ont le pouvoir, la communication, et qui font les lois, ils ont même commencé à voter des lois pour s'auto-amnistier. Donc je ne pense pas que les plaintes vont aller très loin, si ce n'est peut-être dans 20 ans. Rappelez-vous l'affaire Karachi qui est toujours pas jugée. Rappelez-vous l'affaire Tiberi qui a mis 21 ans. Rappelez-vous l'affaire Balkany qui a mis une trentaine d'années avant d'arriver à échéance. Et en plus, on condamne ce mec à de la prison ferme à condition qu'il reste dehors. Je me demande à quoi sert le sursis aujourd'hui. Par contre, il y a eu l'affaire Cahuzac qui, elle, s'est réglée assez rapidement. Oui, il y en a qui vont très vite. Cahuzac, Fillon, etc. Fillon va très vite quand même. Hein. Fillon, ça a été très vite. Non, ça a été vite quand même, Fillon. Il ne faut pas pousser. Par rapport à d'autres procès. Mais la justice est à plusieurs vitesses en fonction de si c'est intéressant ou pas intéressant à faire tomber les personnes. Pourquoi c'était intéressant de faire tomber Cahuzac, par exemple? Parce que Cahuzac, il était présidentiable à l'époque. Et donc, on le fait tomber. Et le fait que certains soient condamnés, comme par exemple le couple Fillon et d'autres pas, c'est quoi? Il y a encore une justice en France? Mais il n'y a pas de justice en France. Avant, il y avait une justice à deux vitesses, et maintenant, on est passé à la démultiplier. C'est-à-dire que si vous êtes un gilet jaune et que vous avez le tort de dire à un CRS qui vous tape dessus, vilain, tu te prends 3 mois ferme dans les 15 jours, et si tu détournes des millions d'euros, eh ben au bout de 3 ans, on te dit c'est pas bien, rembourse 10 000 euros et puis on te donne 3 mois avec sursis. Il n'y a plus de justice. La justice est complètement dénaturée, alors qu'elle devrait être équitable et la même pour tous. Vous estimez, Philippe Pascaud, que le président Macron est désinformé sur l'état du pays, et de l'autre côté, vous dites qu'il ment. Alors, il est désinformé ou il ment? C'est les deux. Il est désinformé, et comme il ne va pas chercher la véritable information, il ment. Parce qu'il ne peut pas faire autrement que mentir.
Il peut pas faire mais vous voyez, Comment ça se fait? Il va pas chercher l'information. Et parce qu'il a un tas de courtisans autour de lui qui sont payés pour lui dire que ça va bien, qui lui font payer. Vous savez quel est le surnom qu'on donne à Macron dans les couloirs de l'Élysée? Napoléon. On le disait déjà pour Sarkozy, et lui, Napoléon, il est là. C'est comme ça que l'appellent les gens autour de lui quand il a le dos tourné. Ce mec-là se croit maintenant empreint d'une justice divine. Il est Dieu. Il se prend pour Mitterrand. C'est ça. C'est ça. Depuis Mitterrand, maintenant, ils passent tous par là et c'est tous des dieux. Et comme c'est des dieux, leurs paroles, leurs actes ne peuvent pas être mis en cause. Parole d'évangile. C'est ça. Ces gens-là ne doutent plus. Ce qu'ils disent, c'est la parole de Dieu. Donc disent n'importe quoi, n'importe comment. On leur fait des petites fiches. Ils disent la petite fiche, ils savent même pas ce qu'ils sont en train de lire. Donc ces gens-là mentent. Et je le dis, Macron, si tu me regardes. T'es un menteur, fais-moi un procès. Cette oligarchie que vous dénoncez, qui est arrivée au sommet du pouvoir depuis de droite ou de gauche, plusieurs décennies, justement, comment les gouvernements de droite et de gauche se sont transformés en oligarchie? Mais parce que ces gens-là vivent entre eux. Dorment entre eux. Est-ce que c'était déjà une oligarchie du temps de De Gaulle, par exemple? Avant, il y avait... Non, du temps de De Gaulle, c'est pas comparable. Du temps de De Gaulle, il y a des gens qui arrivaient du peuple. On parlait de la cinquième, quoi. Ben oui, il y a des gens qui arrivaient du peuple, qui venaient là comme dirigeants. Maintenant, ces mecs-là, ils sont directement dans le fief du pouvoir. Je veux dire, Manuel Valls, il n'a jamais travaillé. Tous les gens que vous voyez aujourd'hui, c'est des mecs qui ne savent même pas ce que c'est que de prendre le RER. Ils ont toujours une voiture de fonction. Ils ont commencé comme chargé de mission, adjoint au maire de tel endroit, maire, député, ministre. Mais ils ne savent pas ce que c'est que bosser. Ils vivent sur des frais de représentation depuis l'âge de 18 ans. Ils vont au restaurant jusqu'à 15h depuis l'âge de 18 ans. Ils ne savent pas ce que c'est que faire la queue dans un supermarché ou dans un Lidl. Alors, est-ce qu'ils savent même ce que c'est qu'on vend dans un Lidl? Ces gens-là ne le savent pas. Donc cette oligarchie, c'est une oligarchie qui est complètement séparée du peuple. Et en plus, entre les deux, il y a une strate de mange-merde, de mange-miettes, qui sont entre les deux pour faire le tampon, qui bouffent de ça. Donc qui cachent la vérité. Des lobbyistes, des courtisans, des chargés, des pléthores. Vous savez, on va prendre M. Macron. Macron, si tu m'écoutes, c'est bien un type qui a dit qu'il allait resserrer le gouvernement. Il n'y en a jamais eu autant. Jamais eu autant. C'est bien un type qui a dit « Non, vous inquiétez pas, avec moi, il y aura moins de conseillers autour des ministres. » Il n'y en a jamais eu autant que depuis qu'il est là. Ils viennent encore d'augmenter, ils viennent de passer un décret où ils augmentent le nombre de conseillers autour des ministres et des sous-secrétaires d'État. Mais de qui se moque-t-on? Ils disent des choses, ils affirment des choses. Et dans la réalité des faits, ils font complètement le contraire. Arrêtez de nous mentir. Mais c'est un problème d'honneur ou c'est un problème de politique? C'est-à-dire? En fait, le fait qu'il y ait autant de mensonges au sommet de l'État, que ces gens-là, que le mensonge soit devenu la règle, c'est quoi? C'est un fonctionnement ou c'est un défaut sur l'honneur? Non, c'est un fonctionnement. Maintenant, c'est le fonctionnement. C'est pas grave de dire le peuple, c'est des cons. Le peuple, c'est des gueux. Le peuple, c'est des sans-dents. On n'a pas besoin de leur dire la vérité. Puis d'ailleurs, à quoi ça sert qu'ils aillent voter? Franchement. Aujourd'hui, tout est fait pour que les gens n'aillent pas voter. D'ailleurs, la preuve, on l'a vu aux dernières municipales, les gens sont tellement écœurés. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est forcément à cause du Covid que les gens n'ont pas été votés. Les gens n'ont pas été votés aux dernières municipales, c'est parce qu'ils ne savaient plus pour qui voter. Ils ne savaient plus pour qui. Ils se sont fait baiser par la droite, ils se sont fait baiser par la gauche, ils se sont fait baiser par un pseudo Kennedy qui couchait avec une petite vieille en se disant ce mec-là, il va être le miracle. Et en fin de compte, ce mec-là, il est pire que les autres. Donc pour qui je vote? Ils ne savent plus, les gens. Donc au lieu de se précipiter dans les bulletins, dans les urnes et de voter blanc ou nul, les gens préfèrent ne pas aller voter. Et résultat, il y a des gens aujourd'hui qui ont été élus avec moins de 1 électeur sur 10. Je le dis souvent, ça a commencé avec, il y a quelque temps, le remplaçant de Valls. Vous connaissez bien Valls? C'est le maire avec qui je me suis battu 2 fois physiquement. Ministre ancien. Ex-premier ministre qui a essayé d'ailleurs désespérément là, de téléphoner partout pour être dans le ministère. Il a accepté même un ministère des Affaires étrangères. Un secrétaire d'État, non, j'en voulais pas quand même. Mais ministre il voulait bien. Et bien ce type-là, son remplaçant a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. C'est-à-dire M. Choix, que j'ai bien connu, a été élu avec moins de 1 électeur sur 10. Aujourd'hui, au niveau des municipales, il y a des gens qui ont été élus avec 0,4 électeurs sur 10. C'est-à-dire moins d'un demi-électeur sur 10. Je parle par rapport aux inscrits. Est-ce que c'est ça la démocratie? Non. Eh bien, c'est ça qu'ils veulent.
malgré leurs grandes déclarations, surtout aller voter. Dans leur tête et derrière, ils veulent surtout pas que vous alliez voter. Parce que ça les arrange. Moins il y a de gens qui votent, plus c'est facile d'être élu. Comment vous expliquez, au fond, Philippe Pesquot, que les scandales et les mensonges que vous soulevez dans votre ouvrage n'amènent pas plus les Français dans la rue? Ben, je sais pas. Dans vos ouvrages, exactement. Je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème avec la Révolution. Ce que je vais vous faire est un geste trivial. Surtout, ne le prenez pas... Machin. Vous connaissez le geste révolutionnaire des Français aujourd'hui? Pierre? Aucune idée. Je like. Je like. Une fois que les gens ils ont fait ce geste, ils ont l'impression d'avoir fait la révolution. Donc vous avez 4 millions de likes, 5 millions de likes sur votre page. Vous avez buzzé, vous avez l'impression d'être suivi. Non. Chérie, tu peux m'apporter une bière? Je fais la révolution. Voilà, c'est ça la révolution. C'est la France de la télévision face à la France des réseaux sociaux. C'est ça, c'est la France, de la petite... Ah ouais, la France d'Hanouna, ne m'en parlez pas de ce brave monsieur. D'ailleurs, j'attends toujours qu'il m'invite. J'adorerais aller dans son émission pour lui démonter la tête. Mais c'est ça la France. Avec les mots, bien entendu. Je ne suis pas un violent. Mais ça, c'est la France d'Hanouna, c'est la France des intellectuels, aujourd'hui. C'est la France que Macron, d'ailleurs qu'il adore Hanouna, souhaite que l'ensemble des Français regardent. Parce que Hanouna, franchement, la culture, vous apprenez des tas de trucs. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller regarder les autres chaînes? Regardez tous Hanouna. Philippe Pesquot, je vous propose de faire une courte pause. On va revenir dans un instant. Toujours en compagnie de Philippe Pesquot avec vous. Philippe Pesquot, on décrypte un petit peu les mensonges, les scandales. Avec un S. Il y en a eu un scandale il y a maintenant 1 an. C'était l'incendie de Notre-Dame de Paris. On avait tout de suite vu le président Macron débouler, affirmant qu'il la reconstruirait plus belle. En 5 ans, ouais. On n'a toujours pas les résultats de l'enquête sur l'origine de l'incendie. Il y a Anguille sous roche. Je ne sais pas s'il y a Anguille sous roche, mais là aussi, on prend beaucoup de temps pour savoir qui sont les coupables. Ça me paraît toujours un petit peu bizarre. Moi, sur le Notre-Dame de Paris, j'appelle pas ça un scandale, j'appelle ça un événement malheureux, parce que c'est quand même un édifice qui représente plein de choses pour plein de gens. Ce que je trouve, c'est la gestion derrière qui m'affole et qui me rend fou. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on n'a pas bien géré le plomb qui est dans tous les quartiers autour de Notre-Dame. Je sais que demain, il y a des gosses qui vont être atteints de saturnisme parce qu'on a maquillé un certain nombre de chiffres. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir pourquoi on a, soi-disant, en 24 heures, récupéré 1 milliard d'euros. Que tous les mecs se sont mis à donner du pognon. Parce que ça passait à la télé, sans doute. Et que pour des choses beaucoup plus importantes, personne ne bouge. Et que ce milliard, en plus, il n'est toujours pas arrivé. Hein. C'est 1 milliard ou 10 milliards, je ne sais même plus. Il y a demandé des chiffres. Dis-moi, Pierre, c'est 1 milliard ou 10 milliards je crois que c'est 10 milliards. C'est 10 milliards. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. En 48 heures, les mecs, on se dit, putain, ils ont gagné au loto à Notre-Dame. Hein, c'est pas possible. Ce qui me gêne, c'est qu'on ait nommé un pseudo-général, un but de sa personne, qui est payé une fortune pour gérer ce truc-là. Donc voilà, il y a plein de choses qui me gênent sur la gestion de cette histoire de Notre-Dame. Maintenant, l'enquête, elle suit son cours. Hein. On verra si c'est criminel ou pas criminel. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'églises qui flambent en ce moment. Oui, avec celle de Nantes. Non, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu quelques petites autres églises qui ont flambé à droite et à gauche. Il y a moins d'autres édifices religieux qui flambent. On sait les pas mosquées, pourquoi. Les synagogues. Je sais pas. C'est peut-être le bois. Le bois, c'est le vieux bois. Comme ça crame plus vite. Vous dites, Philippe Pesquot, je vous ai lu qu'il n'y a plus de justice en France. Récemment, on a eu l'arrivée d'un nouveau garde des Sceaux en la personne de Un garde des Sceaux, non. On a eu d'un nouveau pantin. Dupond-Moretti, ça vous rassure? Non, ça me rassure pas, ça me fait peur. Un avocat comme... Non, Moretti, ça me fait peur. Très honnêtement. S'il y en a bien qu'il fallait pas les chercher, et qui en plus déclarait qu'il irait jamais. Tu vois que là, encore une fois, les hommes politiques, aujourd'hui, quand ils deviennent des hommes politiques, la soupe doit être tellement bonne que le mec, il se renie. Je veux dire, il y a 50 ans, un type qui se reniait, mais tout le monde le montrait du doigt. Ben aujourd'hui, c'est naturel. T'as Bachelot qui déclare 10 fois que non, je ne remettrai pas les pieds comme ministre, etc. On lui propose un sucre, elle y va tout de suite. L'autre qui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre comme garde des Sceaux? On lui propose, il y va. Non mais c'est quoi ces gens qui n'ont aucune parole?
Ils n'ont aucun orgueil, ils n'ont aucune honte par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs déclarations qui datent de 15 jours. Ils changent d'avis complètement. Ces mecs-là changent de veste tous les jours, mais ils ne changent pas de slip. Leur slip est toujours aussi sale. Et ça me gêne. Et Moretti, je rigole. Je rigole. Mais quand je vois les déclarations que ce mec-là faisait avant, comment il va faire ? Sur les djihadistes, par exemple, qu'il veut ramener en France. Non, mais il est malade là-dessus. N'en parlons plus, les djihadistes qu'il veut ramener en France. C'est ramenons-les en France, on va voir ce que ça donne. Ouais. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'il les prenne chez lui. Honnêtement, ça sera vachement plus sympa. Parce qu'il y a un moment donné, la tolérance est intéressante, mais il faut arrêter d'être tolérant quand les gens en face ne sont pas tolérants. Moretti, moi, ce qui me gêne, par exemple, c'est que j'ai appris qu'il était, 15 jours avant qu'il était ministre, il était l'avocat de Julian Assange. Ah oui ? Ouais. Putain, mais Moretti, tu vas te battre pour le libérer, j'espère. Tu vas le battre pour que, enfin, Macron accepte de faire venir Assange en France comme réfugié politique. Un ministre de sang mêlé, affirmait-il le jour de son arrivée place Vendôme. Il avait déclaré que son ministère serait celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. On est bien parti là. J'attends de venir voir et ils me font tous rigoler en ce moment parce qu'ils déclarent tous qu'ils viennent du peuple. Ils déclarent tous que leur grand-mère était ouvrière ou que leur grand-père priait Allah ou qu'ils viennent... Il y en a beaucoup qui aiment parler de leur grand-père. Non mais ça va quoi, ça va arrêter. Vous êtes des menteurs là aussi. Vous servir de ça comme excuse pour faire croire au peuple que vous êtes près du peuple, mais ces gens-là ne sont pas près du peuple. Ces gens-là vivent entre eux, dorment entre eux, baisent entre eux, meurent entre eux, se font enterrer entre eux, mais ne vivent plus avec le peuple. Ils ne savent plus ce que le peuple veut. Ils ne savent plus ce dont le peuple a besoin, mais ils osent nous dire que eux ont la vérité. À un moment donné, ça va péter. Hein. Je pense que ça commence à bouillir dans les narines de plein de gens. Ça commence à bouillir aujourd'hui, de savoir que, par exemple, il y a un type qui s'appelle Balkany, qui est donc condamné à la prison ferme, qui est dehors encore, qu'on libère parce qu'il est très malade. On l'a vu danser dans les rues de sa ville. On l'a très malade. On l'a vu danser dans les rues de sa ville ou ploter les fesses d'une nana pendant la fête de la musique. Mais ce mec-là est très malade. Mais quand c'est qu'on ne le remet pas en prison tout de suite, là aussi, j'ai un problème avec la justice. Quand on envoie les photos, parce que maintenant c'est publié partout, les juges ne regardent jamais les réseaux sociaux. Les juges de libération, là, ceux qui libèrent les gens, etc., ils regardent jamais. Mais quand on voit ce mec-là qui danse comme un malade, qui se porte bien, qui va au restaurant, mais il n'est pas dans une maladie incurable, pourquoi on ne le remet pas en prison ? C'est bizarre. Hein. Un dossier qui avait fortement agité l'opinion publique avant cette crise du Covid-19, c'était celui des retraites. Le gouvernement va le remettre sur les rails, si je puis dire. C'est pas sur les rails, hein, c'est de la folie, leur connerie. C'est quoi le nouvel axe de cette réforme que veut mener Jean Castex ? Baiser les salariés. Qu'est-ce que je te dis ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ceux qui vont morfler, le plus, c'est les salariés. Parce que rappelez-vous, la retraite telle qu'ils voulaient la faire, ça devait être impacté sur le PIB. Et on nous disait, vous inquiétez pas, le PIB, il n'y aura jamais de problème. Donc votre retraite ne va jamais baisser. Ces gens-là sont des menteurs. Les gens vont bosser 47 ans pour toucher 500 à 600 euros en moyenne. Aujourd'hui déjà, la moyenne des retraites des gens, c'est 894 euros. 894 euros. Alors qu'ils ont bossé pendant 47 ans. Alors qu'ils se sont défoncés pour la société pendant toute leur vie. Et quand vous savez que la moindre maison de retraite, c'est 2500 euros par mois pour avoir une pomme par semaine. Parce que quand je vous parle de 2500 euros par mois, je peux vous parler de dossiers de certains EHPAD où je les ai un petit peu là, de la façon dont on traite nos anciens. Comment ils vont faire les gens ? La retraite qu'ils sont en train de nous préparer, c'est une retraite à 500 euros. 500 euros par mois. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut travailler plus maintenant qu'on meurt plus tard ? Mais je ne dis pas le contraire. Alors on meurt plus tard, mais dans quelles conditions ? Mais en fait, travailler plus pour gagner moins. Non, mais il faut surtout avoir un emploi, quoi. Mais il faut surtout que les richesses soient partagées. Avoir des employeurs je te rappelle, Pierre, que pendant le Covid, la plupart des milliardaires ont décuplé leur fortune. C'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres officiels. Je veux qu'on m'explique. Expliquez-moi pourquoi certaines personnes décuplent leur fortune pendant le Covid, et puis que tous les autres se crèvent la paillasse pour ne plus avoir de thunes, et être obligés de faire un emprunt à la banque qui va les égorger, les obliger à vendre leur maison, ou foutre en l'air leur société parce qu'ils étaient esthéticiennes, et j'ai des amis, ils n'avaient plus aucun client, ou auto-entrepreneurs, ils pouvaient plus bouger de chez eux, et pendant ce temps-là, il y en a quand même qui ont fait fortune. Vous pensez que ces crises n'ont qu'un seul but ou n'ont qu'un seul effet, c'est accroître la prédation financière ? Mais je dis pas ça, je constate. Moi, je suis pas dans le complotisme, je suis dans les faits.
Les faits aujourd'hui, c'est que pendant le Covid, la plupart des milliardaires ont augmenté leur fortune, que la plupart des trusts ont versé des dividendes inimaginables à leurs actionnaires. Je dis simplement que travailler plus, pourquoi? Puisque le pognon, il y en a. Je dis partageons plus. À quoi ça sert, monsieur, explique-moi Pierre, de voir un type qui fait 24 milliards de plus en 2 mois, Amazon, de bénéfices nets? Bah, si tu regardes Amazon, à quoi ça te sert, tes 24 milliards? Partage. De toute manière, à force de rendre les gens pauvres, ils ne pourront plus acheter. À force d'appauvrir les gens, ils ne pourront plus fonctionner. Ils ne pourront plus participer. Donc c'est un non-sens. Tu vas être assis sur un tas d'or. Vous allez être tous assis sur un tas d'or et vous ne pourrez même pas en profiter. À quoi ça sert? On ne part pas avec son or dans son cercueil. Il faut que ces gens-là comprennent. Donc travailler plus, moi je veux bien. Mais je voudrais bien gagner plus. Or, aujourd'hui, ils sont en train de faire tout un système pour que les gens travaillent plus, mais gagnent beaucoup moins. Pour certains. On oublie les 2 petits mots après. Pour certains. Parce qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui vont travailler de moins en moins et gagner de plus en plus. Les intermédiaires, les trusts, les e-commerce, tout ça. Tout ce qui se passe derrière un petit ordinateur, le patron, lui, il ne fout rien. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en mange ? Que les Français, ils ont encore envie de travailler pour cet État quand on voit que la retraite fiscale, c'est au mois de juillet en France. Mais en fait, les gens, je pense que parfois, s'ils ne vont pas voter, c'est parce qu'ils sont dégoûtés du système politique. Et s'ils veulent plus travailler aussi, c'est peut-être parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais de retraite. Mais tu crois vraiment que les gens veulent plus travailler? Non, les gens veulent plus faire des boulots de merde et être payés comme des merdeux. C'est pas pareil. Aujourd'hui, tout le monde veut travailler. Moi, je connais plein de gens qui veulent aller travailler. Mais quand tu vois comment tu es traité, comment aujourd'hui tu peux être licencié, comment aujourd'hui le burn-out dans le boulot augmente de façon phénoménale. Quand tu vois que tu es malade, tu es même pas remboursé. Quand tu vois que quand tu t'arrêtes, tu es licencié. Les gens n'ont plus envie de travailler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose de plus en plus? Des boulots de service. De service. Demain, tu veux que je te donne un des boulots qui va être en haute augmentation dans la population française à la retraite. Pousseur de gens dans le métro. Ça existe déjà. Comme le métro va être toujours super bondé, parce qu'il y en aura de moins en moins, parce qu'ils ne mettront pas les moyens, parce que le service public, ça ne les intéresse pas, parce que tout va passer dans le privé, que dans le privé, on ne fera que du rentable, il va y avoir plein d'endroits où les gens vont s'entasser. Eh bien, on va payer aux blagues des gens à la retraite pour pousser et faire rentrer le plus de monde possible dans le métro. Ça va être ça, les boulots de l'avenir. Donc tu crois que quand tu fais un boulot comme ça, tu as vraiment envie de le faire? Non. Tu le fais parce que tu es obligé de le faire. Parce que tu n'as pas le choix. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en train de préparer une société où les gens n'auront pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas envie. Et puis qu'en plus, tu n'es pas payé, tu vois, ras-le-bol. Donc il ne faut pas croire que les gens sont feignants. Il y a une catégorie de gens feignants. Il y a une catégorie de gens qui profitent du système à donf. Ceux-là, il ne faut pas les louper. C'est-à-dire celui qui profite, mais je rappelle quand même que les truands sur le RSA, qui est une honte, c'est 0,02% des mecs qui touchent le RSA. C'est peanuts. Mettons des moyens pour taper sur la tête de ces 0,02%. Mais n'en profitons pas pour dire que tous les gens qui touchent le RSA sont des feignants. C'est pas vrai. Ça, c'est ce que veulent entendre. Ils veulent dire, nos dirigeants, que attends, si tu cherches pas, si tu trouves pas de travail, c'est vraiment... Tu cherches pas bien loin, bonhomme. Hein. C'est sûr, hein, j'ai fait 7 ans d'études et tu me proposes un boulot au McDo en traversant la rue. C'est sûr, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Vous vous en prenez beaucoup, Philippe Pesceau, aux partis politiques. Comment faire fonctionner la démocratie de la Ve République sans ces partis? Mais d'abord, elle ne fonctionne pas avec les partis. Aujourd'hui, un parti politique, quel qu'il soit, ne sert que de tremplin à certains candidats. Un seul, ouais. Oui, à un seul ou à quelques-uns en dessous, les petits barons qui se partagent le gâteau entre eux. Sinon, un parti politique, ça sert surtout à prendre des pauvres types qui, eux, cotisent vraiment, qui, eux, vont coller les affiches, qui, eux, viennent applaudir dans les machins. Mais un parti politique, aujourd'hui, c'est une coquille vide. Ça sert uniquement de tremplin pour des candidats qui n'ont rien à foutre de leurs militants. Et je pèse mes mots. Et la preuve, c'est que la plupart des mecs que vous voyez aujourd'hui qui ont été élus par des militants, ils passent dans le camp adverse. Et un coup, je suis à ELV, et un coup, je rentre à En Marche, et puis un coup, je vais à LR, et puis un coup, je vais machin, en fonction de leur carrière. Et les militants, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Rien. Les militants, ça leur sert juste de faire valoir pour devenir quelque chose. Et une fois qu'ils deviennent quelque chose, les militants, ils les oublient complètement. Donc les partis politiques, pour moi,
Je parle des partis politiques dominants, les vieux partis politiques, et même ceux qui créent des nouveaux partis politiques aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui créent des nouveaux partis politiques. Alors ceux-là, je les adore. Est-ce que vous pensez, Philippe Pasco, Ils créent des nouveaux partis politiques en critiquant les anciens et en faisant exactement la même chose avec le leur. Système hiérarchique, le chef en haut, les militants qui ferment leur gueule, on fait semblant de tenir compte de leur avis sur des assemblées. Il y en a un en ce moment qui a fait très fort dans un parti politique. Comment il s'appelle Frexit. Il a fait voter ses 30 000 militants qui en fin de compte étaient que 13 000. Il a quand même 2 grosses affaires aux fesses et le mec il reste dans son truc de parti. Et je le connais bien. Donc ça va, les partis politiques, c'est pas bon, quoi. Ça sert à quoi? Mais est-ce que vous pensez qu'un mouvement, quel qu'il soit, pourrait un jour faire émerger une personnalité en capacité de prendre le pouvoir? Je sais pas. Aujourd'hui, vraiment, j'en vois pas un seul. On veut pas ni Marine, ni Nicolas, Asselineau 0,40 maintenant. J'en vois pas. J'en vois pas. Ils sont tous dans un seul objectif, faire carrière. J'espère, je rêve, I am a dream, qu'il y ait un mec qui émerge et qui sorte du chapeau un jour et qu'on puisse le suivre. Mais maintenant, les gens se sont fait refroidir. Rappelle-toi, il y a un type qui était ministre de l'économie, qui était... Non, mais non, ministre de l'économie sous Hollande, secrétaire général, etc., qui a débarqué en 1 an, il est devenu président de la République. Tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. Rappelle-toi, 64 premières pages dans les journaux, le Kennedy nouveau, celui qui va nous débarrasser de l'ancien système, vous inquiétez pas, avec moi ça va changer. Il nous l'a mis profond celui-là. Donc les gens maintenant ils se méfient. Les gens voteront comme on leur dira, disait Tocqueville. Malheureusement, oui, malheureusement. Moi je rêve d'un type comme le président de l'Uruguay. Ah oui, il est bien lui. Mais ouais, je rêve d'un mec comme ça. Un mec qui vient faire son job, qui vit dans sa petite baraque, qui garde sa peut-être vieille bagnole et qui rentre chez lui, et puis qui en plus court pas après les mandats à vie. Je veux dire, il a fait ses mandats, 1 ou 2 mandats, puis après il est rentré chez lui. Et après, je rêve d'un mec comme ça. Mais est-ce qu'on a ça en France sous la main aujourd'hui? J'ai bien peur que non, parce que la soupe est vachement bonne en politique. Quand tu vois ce que les mecs y touchent, quand tu vois les retraites de ces gens-là, les élus peuvent encore cumuler leurs retraites. Jusqu'à 5, 6 retraites. Et bosser comme avocat en plus. Ils émargent à 30 000 € par mois. Mais c'est un bonheur. Je pense qu'il y a du ménage à faire de ce côté-là. Déjà, un mec qui oublie qu'on lui verse 5 000 € par mois sur son compte en banque. Je ne sais pas si tu te rends compte. Moi, si j'ai 5 000 € par mois qui arrivent sur mon compte, je t'assure, je ne les vois passer. Eh bien, lui, non. Je me dis, mais ce mec-là, il a combien d'argent pour ne pas voir 5 000 €? Eh bien, ce type-là, il était ministre. Il était ministre. Et il nous explique à nous qu'on doit, en plus, c'est lui qui était chargé des retraites, qu'on doit se contenter de 500 € de retraite. Et qu'on soit bien content. Et il y a quand même une dichotomie entre ce que font ces gens-là, ce qu'ils disent et comment ils veulent qu'on vive. C'est pas possible de vivre avec 500 € par mois. Et bien, c'est ça qu'on va nous proposer avec la nouvelle retraite. Et il faudra fermer sa gueule. Bon, et ben, en attendant de fermer notre gueule définitivement, on va faire une pause. Philippe Pasco, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Toujours en compagnie de Philippe Pasco. Philippe Pasco, je suis récemment retombé sur l'article 3 de la Constitution. Je pense que ça devrait vous intéresser. Oui. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le dernier référendum en France avait eu lieu en 2005. C'est quoi le problème avec le référendum dans notre pays ? Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un référendum, les élus sont désavoués. Donc ils n'ont pas envie d'en faire. Ils sont pas fous, les mecs. Et il y a un truc qui nous permettrait de dire ce qu'on veut, de dire ce que le peuple veut. Pourquoi tu veux qu'il l'utilise ? Parce que ça va à l'encontre de ce que eux veulent pour nous. Est-ce que je suis clair ? Donc ils veulent pas le mettre en place, le référendum. S'ils mettaient le place, pourquoi on met pas le RIC en place ? C'est tellement simple, le RIC. C'est un référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Révocatoire. Non, le RIP, c'est un truandage. Pourquoi ? Parce que 4,7 millions de personnes qui doivent signer, ça c'est jamais vu. Oui. Il n'y a pas un seul pays au monde, écoutez-moi bien, et je parle sous le contrôle de non mais populaire ou citoyenne, c'est une histoire de vocable, de droite ou de gauche. Populaire, j'en fous, mais avec 4,7 millions de signatures, il n'y a pas un seul pays qui demande 10%. Mais ça peut pas.
Ça peut pas. Il y a déjà plus ça qui va voter. Mais il y a quand même le contre-exemple suisse dans lequel les citoyens sont régulièrement amenés aux urnes pour voter. Donc c'est quoi la différence entre l'élite politique suisse et l'élite politique française? C'est que les Suisses sont un petit peu démocratiques que les autres, hein, c'est tout. Est-ce que vous savez qu'en plus, moi je me marre parce que c'est l'endroit où le RIC est le plus employé? Le RIC, qui, bien entendu, dans la bouche de nos dirigeants, est un truc communiste, anarchiste, pour que le peuple remette la peine de mort, fasse n'importe quoi, etc. Est-ce que tu sais l'endroit où le RIC est le plus employé? Un pays dans le monde? Je sais pas. En Californie. Ah ouais. C'est marrant, hein? Pays vachement communiste. Pays vachement de gauche. Eh bien, en Californie, Schwarzenegger, le monsieur Musk, il a été élu grâce à un RIC révocatoire. Le mec d'avant ne faisait pas son boulot, on l'a viré, et c'est Schwarzenegger qui est arrivé à la place. En Californie, il y a un truc avec Coca-Cola, une boisson que vous connaissez bien, là, que je n'aime pas, je ne devrais même pas donner le nom. Alors Coca-Cola, il faut le savoir qu'ils mettent dans leur bouteille un produit qui s'appelle le E150, qui rend le Coca-Cola un peu marron, mais qui est éminemment cancérigène. Bizarrement. Eh bien, en Californie, ils ont fait un RIC pour exiger le retrait. Le Coca-Cola diminue le colorant. Et c'est le seul endroit où Coca-Cola a été obligé de modifier la recette, de modifier le taux de E150 dans son Coca, grâce à un RIC. Donc le RIC, à mon avis, ça peut être intéressant. Mais dans le RIC, il y a un truc qui les gêne beaucoup, c'est le RIC révocatoire. Et là, il dégage. Ah bah là, ils volent pas, les mecs. Hein. Je suis élu. Hein. Je suis réélu, je suis absolument pas coupable. Ça, c'est une formule qu'on connaît bien, coupable mais pas responsable. Et quand je suis réélu, je suis innocent. Bah, si j'avais pas été réélu, je serais pas innocent. Donc si j'ai été réélu, c'est que je suis vraiment innocent. Donc ces gens-là, là aussi, sont des menteurs. Cette crise institutionnelle, cette crise de la représentativité, Philippe Pasco, vous pensez qu'on peut la régler dans le cadre des institutions de la Ve République? Non. Je pense qu'on peut la régler dans la rue pour l'instant, et j'ai pas d'autre motif. Il faut qu'il y ait 2 millions de personnes qui descendent dans la rue. Il faut que les ambulanciers arrêtent de travailler pour les ambulances. Il faut que les camionneurs arrêtent de travailler pour leur fuel. Il faut que tout le monde se rende compte qu'on est tous dans la même souffrance par rapport à un système qui nous broie et nous déchire. Et il faut qu'un samedi, tout le monde descende dans la rue. Je vous assure, si les camions, si les pompiers, si les ambulances, si les avocats sont tous dans la rue un samedi, le Macron, il reprend son avion et il part tout de suite. Comme il avait fait. Vous croyez vraiment, Philippe Pasco, à la convergence des luttes? Mais j'y crois pas. Quel autre espoir je peux avoir? On va continuer à s'occuper chacun de sa petite gueule, de son petit problème de retraite. De plus en plus, on est de plus en plus dans l'individualisme. Mais c'est ça qu'il faut casser, c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. C'est ça qu'ils veulent qu'on occupe-toi de toi, laisse tomber les autres. Et puis surtout, aie confiance. Faut arrêter, il faut que les gens se rendent compte qu'on est tous dans le même bateau. On est tous dans la même barque et qu'ils sont tous en train de la faire couler. Et que c'est pas parce que tu mets ton doigt sur la petite fuite que toi, tu vois, par rapport à ton problème, que le reste du bateau est pas en train de fuir. Donc il faut que tous, on se lève, que tous, on dise non à cette oligarchie de merde qui nous étouffe et qui nous tue de plus en plus. Mais comment amener les Français, justement, à descendre dans la rue? Je sais pas, j'ai pas la solution. Je suis ni un dieu, ni un gourou, ni une assistante sociale. Moi, j'écris des livres, Mensonges d'État, avec un S. J'essaye d'éveiller les consciences. Il faut que les gens se rendent compte, il faut que les gens s'instruisent, il faut que les gens arrêtent de regarder la culture Hanouna et qu'ils fassent un petit peu autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore tout savoir dans notre pays. Aujourd'hui, si tu creuses, tu peux savoir qu'ils ont truandé sur les pesticides. Je prépare un livre, je tombe sur le cul, qui va sortir au mois de novembre, Mensonges d'État, tome 2. Mais c'est infernal, le nombre de décrets, d'ordonnances qu'ils ont fait pendant que les gens étaient confinés chez eux. C'est infernal. Un exemple ou deux? Un exemple, par exemple, les pesticides qui étaient autorisés à 50 mètres, maintenant ils sont autorisés à 1 mètre des maisons. À 1 mètre. Le principe de précaution, ça n'existe plus. Maintenant, si jamais un préfet décide qu'on peut faire un truc, etc., ça n'existe plus. Ça y est, on peut te mettre un produit, te vendre un profit si le préfet est d'accord, même si on sait que ce produit est dangereux. C'est pas un problème, ça va faire du fric. Ça va faire travailler. Non. Ça va faire travailler 5 minutes, et puis ça va te faire 10 ans d'hôpital derrière. Mais les hôpitaux, ils s'en foutent, parce que tout de même, il n'y en aura plus. Ils sont en train de tout réduire. Le code du travail, la sécurité sociale, les retraites. Qu'est-ce qui va rester aux gens? Pleurer? Non. Casser la Bastille.
Appeler au coup d'État, justement, Philippe Pasco, c'est interdit en France. Oui, renverser la République, c'est interdit aussi. Aujourd'hui, tu dis n'importe quoi, c'est interdit. Moi, je m'attends au jour à ce qu'ils débarquent à 6 h du matin pour me mettre en garde à vue. Hein. Je crois que le boycott, appeler au boycott d'une élection n'est pas un droit. Enfin, est un droit. Enfin, je pense que ça n'est pas interdit. Est-ce que vous pensez que c'est pas une solution, le droit de ne pas voter? Mais ça, c'est une connerie. Aujourd'hui, il y a 90% des gens qui vont pas voter dans certaines élections. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ils sont élus avec de moins en moins de voix, mais ils sont élus quand même. Le vrai vote contestataire, le vrai boycott contestataire, c'est d'aller voter et de remplir l'urne et de bourrer l'urne de bulletins blancs et de bulletins nuls. Le jour où il y aura ça, de bulletins blancs ou de bulletins nuls dans une urne, avec ça, de vote pour le candidat. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le fromage. Ça, pour le candidat, et le reste en bulletin blanc et bulletin nul. Ils seront obligés de changer la loi. Ils seront obligés de tenir compte de bulletins blancs. Ils seront obligés de dégager les gens qui n'auront pas assez de voix. Mais ne pas les voter, ça les arrange. C'est un bonheur. Et pourtant, tout le personnel politique, avant les élections, nous invite, nous les citoyens, à nous déplacer. Je vais te donner un exemple de mensonge de tous les partis politiques. C'est sur les élections municipales du 28 juin. À la télé, tous les partis politiques ont dit que c'était une honte pendant le Covid de faire les élections le 28 juin, de renvoyer les gens, de prendre le risque que les gens allaient dans les urnes et allaient choper le Covid, etc. Tous, ils l'ont déclaré à la télé. Ils ont tous été consultés par la présidence pour savoir si on faisait les élections le 28 juin. Il n'y a pas un parti politique qui officiellement a signé un papier pour qu'on ne fasse pas les élections le 28 juin. Parce qu'ils y trouvaient leur compte. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient être élus avec peu de voix. Qu'ils avaient fait le compte du premier tour et qu'ils savaient à peu près le nombre d'élus et le nombre de mairies qu'ils allaient gagner. Les gens n'ont pas pensé au peuple. Donc on n'a pas le choix de jouer le jeu de la démocratie. Mais la meilleure façon de baiser le système, c'est d'entrer dans le système. Tu ne baisses pas le système en restant devant le mur en disant « Ah, je participe pas ». Et je me tape la tête contre le mur. Boum, boum, boum. Le mur, il est solide comme ça. Ouais. La meilleure façon de baiser le système, c'est de prendre une pioche. D'accord ? De prendre une échelle. De creuser un trou. De virer pierre par pierre, mais de bousiller le mur, et pas d'être devant à attendre qu'il tombe tout seul. Donc le jour, et nous sommes dans une société médiatique, ne l'oubliez pas, le jour où il y a ça de bulletin de vote, blanc dans l'urne, et ça pour le candidat, le mec sera élu, ouais, pour cette fois-ci, mais il sera plus représentatif de la population. Parce que ça sera vérifié. Et quand le mec viendra me parler, camembert, hein. T'as vu par qui t'es élu par ta femme, ton copain et ton petit parti politique. Le reste du peuple n'a pas voté pour toi. Alors camembert. Et là, ils seront obligés de changer la loi. Ils seront obligés de tenir compte du bulletin blanc. Et s'ils tiennent compte du bulletin blanc, ils sont obligés de mettre un seuil pour dégager les candidats s'ils n'en tiennent pas. Et le seuil, il est très simple. C'est si les bulletins blancs dépassent le score du premier candidat, de celui qui est arrivé en tête, vous rentrez tous à la maison. Et mais ça, ils veulent pas. Philippe Pasco, les Gilets jaunes l'ont bien tenté. Oui. Ils ont échoué, on va dire, à cause de la répression violente. Et de la naïveté. Et oui, et également la naïveté, parce qu'ils ont été infiltrés par des casseurs d'extrême gauche et les Black Blocs. Et puis, il faut le reconnaître, il y a eu des égos chez les Gilets jaunes, il y a eu des connards chez les Gilets jaunes, il y a eu ce que j'appelle, sur certains ronds-points, les ayatollahs de l'horizontalité. C'est-à-dire ceux qui étaient sur les ronds-points, qui disaient « Ouais, on veut pas de chef, on veut pas de machin, on veut pas de bidule, etc. » Qui, en général, jouaient les chefs, tu vois, et qui ont foutu le système en l'air. Il y a les ayatollahs de l'horizontalité qui disaient « Nous devons tout décider ensemble. » Et qui passaient 25 réunions à pondre un texte de 10 lignes. Et comme le mec, en plus, qui refaisait le compte-rendu, s'était gouré sur les 10 lignes et avait mis une virgule à la place d'un point d'exclamation, on faisait une 26e réunion pour savoir si on changeait le point d'exclamation ou la virgule. Ingérable. Ils ont refusé. Parce que moi, je ne suis pas contre les chefs. Il en faut des chefs, il faut des leaders. Des leaders légitimes. Des leaders légitimes et qu'on contrôle, qu'on peut virer. Le problème, c'est pas le leader, c'est pas le chef. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met des chefs, on met des leaders et on les contrôle plus. Vous avez un autre mode de manifestation que celui des Gilets jaunes. Mais oui, mais il y en a plein aujourd'hui. On en a fait. Je suis parrain d'une association qui s'appelle iboycott.org. iboycott.org. Je suis le parrain depuis 5 ans de cette association. On a réussi des super beaux coups grâce à Internet avec cette assoce.
Boycotter quoi, par exemple? On refuse de remplir sa fiche d'impôt? Non, mais non, on fait des trucs vachement plus simples. On va vous donner un exemple qu'on a gagné. On a fait ça avec les boîtes de thon petits navires, c'est ça? Je dis toujours petit bateau, je me gourre. Petit bateau, c'est les slips. Donc avec les boîtes de thon petits navires, on a constaté que les boîtes de thon petits navires iBoycott.org graclaient le fond des mers avec les chaluts, cassaient tout pour occuper. On a envoyé 50 000 mails aux patrons des boîtes de thon petits navires, en disant attention monsieur, si vous continuez à avoir cette méthode de pêche, nous n'allons pas arrêter d'acheter les petits navires, nous allons acheter une autre boîte de thon. Nous allons acheter une autre boîte de thon à partir de telle date. Les vôtres, on les achètera plus, on va en acheter une autre, on a le droit, on est en républicain. Et bien 15 jours après, le mec envoyait un mail au patron d'iBoycott en disant nous changeons notre méthode de pêche. Parce que ça avait marché. La force, c'est nous. Le nombre, c'est nous. Si demain, on arrête d'acheter... Si demain, je voudrais parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, Philippe Pascaud, on entend beaucoup, et notamment le chef de l'État évoquer un danger de deuxième vague liée au Covid-19. Qu'est-ce qui se passera si les gens sont bloqués chez eux alors qu'ils veulent manifester leur mécontentement? Mais ils n'ont pas réussi à bloquer les réseaux sociaux, ils n'ont pas réussi à bloquer Internet. On peut être des millions de gens à faire une action commune sur Internet en même temps. On peut être des milliers de gens à envoyer un mail sur un site pour le faire exploser. Il y a encore plein d'autres méthodes de combat. Vous avez reçu des menaces de mort, Philippe Pascaud? Oui. Ça se présente comment, ces joyeusetés? Ça représente, j'ai reçu des lettres qui me disaient qu'il fallait que je fasse attention. Je reçois des messages de temps en temps en me disant « Tu ne devrais pas prendre ta voiture, hein, c'est dangereux. » Voilà. C'est pas un problème. Bon. Même s'ils me tuent, même si on me tue, il y a d'autres qui continueront. Il y a plein de gens, on est dans les Gilets jaunes, il y a Priscilla, il y a plein d'autres gens, il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a des citoyens maintenant. Parce que les Gilets jaunes, c'était une étape, il faut qu'on passe au-dessus. Maintenant, les citoyens doivent se lever pour dire ça suffit. On ne veut pas vous bouffer le pouvoir. On veut juste arrêter de survivre, on veut simplement vivre. Or, aujourd'hui, ils nous laissent même plus vivre. Même plus. La preuve, ils nous confinent chez nous, ils nous foutent un masque sur la gueule. Et surtout, taisez-vous. Avant de nous mettre une puce sous le bras et ne faire qu'on pourra que circuler avec une carte magnétique où il y aura notre argent, notre code vital, etc. Mais ça va être un bonheur aux mecs qui sont derrière les ordinateurs pour nous diriger. Vive les moutons si on continue. Votre livre, Mensonge d'État, Philippe Pascaud, c'est mensonge d'État ou complotisme. Non, l'État se moquerait de nous? Non, je ne suis pas dans le complotisme, je refuse le complotisme tel que je refuse les rumeurs. Moi, je fais que dans le factuel, je fais que dans le vrai. Ce que je mets dans mes livres, je l'ai prouvé, je l'ai vérifié 3 fois. Donc, c'est pas du complotisme, c'est des gens qui veulent du profit, c'est des gens qui veulent du pouvoir, c'est des gens qui veulent du sexe. Les 3 règles, pouvoir, argent, sexe. Et ces gens veulent les 3 à la fois. Je prendrais comme exemple un type qui s'appelle Griveaux, c'est ça. Hein. Pouvoir, sexe, argent. Les 3 à la fois. C'est une honte et ils veulent rien laisser aux autres. Rien. Les autres, le peuple, taisez-vous, bossez, survivez et surtout fermez votre gueule. Ça, c'est plus admissible. Merci Philippe Pascaud d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouvera fin août ou début septembre pour un prochain numéro de Politique et Économie avec, je l'espère, notre ami Olivier Pichon. À bientôt et bon été.